Rana, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mardi 20 mai. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Indépendantistes et autonomistes réunis au Timor oriental. Les deux parties comptent bien faire entendre leur voix lors du comité spécial de décolonisation de l'ONU. Une invitation a d'ailleurs été lancée pour que le prochain comité se déroule en Polynésie. La commune de Fa'a s'explique après sa mise en examen pour pollution et défaut d'autorisation d'exploitation de la décharge de Momovai. Selon Oscar Temaru, l'État et le pays doivent s'impliquer dans ce dossier. Il annonce un projet de valorisation des déchets dans la commune. Des fleurs par milliers dans les jardins de la mairie de Punaauia. Les Floralies 2025 sont annoncées. Ouverture ce jeudi. L'occasion de faire le point sur la situation du secteur horticole au Fénois avec notre invitée Yvette Temauri, la vice-présidente de la fédération Heitiniro, et sur le plateau de TNTV ce soir. Et puis focus ce soir également sur les élèves des CJA de Polynésie. Après 5 ans d'absence, ils font leur festival. Ça se passe du côté de Vairao, l'occasion de se rassembler, mais surtout de dévoiler leur savoir-faire en matière artisanale. Les indépendantistes et les autonomistes vont donc plaider leur cause au comité spécial de décolonisation de l'ONU. Il a ouvert aujourd'hui à Dili, au Timor oriental. Objectif pour les autonomistes, ne pas laisser le champ libre au discours indépendantiste. Le Tavini qui a déjà lancé une invitation pour que le prochain comité de l'ONU se déroule en Polynésie. Les précisions, c'est avec Nicolas Pérez. Indépendantistes et autonomistes ont convergé vers Dili, capitale du Timor oriental, pour le 16e séminaire régional pour le Pacifique. Les élus du Tavini et la représentante du gouvernement comptent réaffirmer leur droit à l'autodétermination devant les instances de l'ONU. C'est de réaffirmer le droit à l'autodétermination et à la mise en place d'un processus de décolonisation transparent, pacifique et sous la houlette de l'ONU. Et donc, on va continuer à accueillir fermement ce même message. Une parole officielle que les autonomistes souhaitent contrebalancer. Je suis ici pour intervenir devant le C24 parce que je refuse que la Polynésie suive cette voie. Surtout, je refuse que notre pays prenne le risque d'un isolement, d'un appauvrissement sous prétexte d'indépendance. Pour conforter leurs convictions, les autonomistes souhaitent une nouvelle fois inviter une délégation de l'ONU à se faire son idée. Depuis des années, on voit que le Tavini Atira vient faire des déclarations devant l'ONU, que ce soit à New York, que ce soit dans les séminaires régionaux comme celui-ci. Et dans les déclarations qui sont faites, on décrit un pays où on vit dans l'oppression, où on vit sans éducation, où on vit sans démocratie. Et donc pour nous, c'est important que finalement l'ONU vienne sur place parce que nous, Polynésiens qui vivons en Polynésie, on sait très bien que tout ça est faux. Une invitation également lancée par le gouvernement indépendantiste, et pas seulement pour une mission. Nous comptons proposer notre candidature pour être le hôte d'un prochain séminaire de décolonisation de l'ONU en Polynésie française, puisque ça a déjà été le cas en Nouvelle-Calédonie en 2010 et que nous avons cette possibilité qui nous est offerte. Le comité spécial devrait examiner les conclusions et recommandations de chaque partie du 9 au 20 juin avant de les transmettre ensuite à l'Assemblée générale. Et hasard du calendrier, peut-être pas. À l'heure où les indépendantistes comptent dénoncer l'action de l'État en Polynésie, le haut-commissaire rappelle, lui, le soutien de la République à la Polynésie l'an dernier, soit près de 223 milliards de francs. Les détails sur ces dépenses avec Thomas Chabrol. L'État se présente volontiers comme un partenaire financier indéfectible. En 4 ans, ces dépenses en Polynésie française ont augmenté pour atteindre près de 223 milliards de francs pour l'année 2024. Un montant qui accompagne le gouvernement local dans l'éducation, la santé ou encore le financement d'infrastructures comme des routes, des débarcadères ou des abris de survie dans les îles. L'État dépense 223 milliards de francs pacifiques. L'État encaisse des recettes pour un peu plus d'1 milliard de francs pacifiques
Vous voyez que le solde est quand même en faveur de la Polynésie. Je rappelle qu'à côté de ces dépenses, l'État renonce aussi à des recettes, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation, et que nous avons près de 38 milliards de francs pacifiques de recettes auxquelles nous avons renoncé. L'État est investisseur mais aussi acteur du développement économique à travers des financements directs et des programmes de défiscalisation. En 2024, 14 milliards d'aides fiscales ont été accordées pour une trentaine de projets, transport aérien, tourisme, pêche, énergie ou encore soutien à la potabilisation de l'eau. 75 milliards de francs ont été injectés pour l'éducation et la jeunesse et 21 milliards pour la sécurité et les moyens militaires. Les enjeux maritimes régionaux sont au cœur des préoccupations de l'État. Les budgets des forces armées sont revus à la hausse pour surveiller la zone économique exclusive en mer, mais aussi depuis les airs. Très clairement, avec l'augmentation du format des armées, les investissements que nous allons réaliser, il est fort probable que nous poursuivons sur une tendance aux alentours de 5% de l'augmentation des dépenses. L'État soutient aussi les communes à travers notamment la dotation globale de fonctionnement. Un peu plus de 10 milliards ont été mobilisés l'an dernier. Malgré le principe d'autonomie, l'État fait jouer la solidarité nationale. Et en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, les Polynésiens bénéficient d'environ 34 000 francs pacifiques par personne et par an, alors que les métropolitains ne bénéficient que de 20 000. C'est-à-dire qu'en Polynésie, on touche 66% de plus de dotation de fonctionnement qu'en métropole. Le soutien de l'État s'inscrit dans une logique de continuité et de renforcement. Avec le Fonds vert, la Polynésie obtient une aide financière supplémentaire pour sa transition écologique. Unanimité au CESEC pour le prêt à taux zéro, un dispositif annoncé pour le mois de juillet dont les contours ont été soumis ce matin au vote des conseillers de l'institution. Pas de grand débat sur le texte, mais des remarques sur des problématiques plus structurelles, accès aux fonciers, rareté des biens et prix élevés sur le marché. Le CESEC recommande entre autres d'harmoniser les plafonds de revenus entre les dispositifs existants, mais aussi de revoir la condition de résidence de 2 à 5 ans, jugée juridiquement risquée. On écoute à ce propos une des rapporteurs du texte, Florence Drolet, du Collège des entrepreneurs. Elle répond à Athéna Milcam. Ce que le CESEC vraiment recommande, c'est de ne pas mettre en péril l'adoption de la loi aujourd'hui, parce que la population en a besoin, c'est un besoin qui est prégnant et qui est aujourd'hui, et de ne pas différer en fait la mise en place d'une telle mesure de plusieurs mois, voire années, en cas de recours en fait, contre ce texte. La jurisprudence qui a été citée dans l'avis, c'est une jurisprudence du Conseil d'État qui établit qu'il faut que les mesures soient en tout temps proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Donc, ce que le CESEC a recommandé, c'est de bien s'assurer qu'une durée de 5 ans de résidence ou d'une autre durée d'ailleurs de résidence soit vraiment en adéquation avec l'objectif qui est celui, donc on l'a vu, de favoriser l'ancrage local des personnes qui vont bénéficier du PTZ. Après sa mise en examen jeudi dernier pour pollution et défaut d'autorisation d'exploitation de la décharge de Moumouvaï, la commune de Faa'a a tenu une conférence de presse ce matin. Selon Oscar Temarou, l'État et le pays doivent s'impliquer dans ce dossier. La commune qui va plus loin en lançant un projet de valorisation des déchets qui pourrait intéresser toutes les communes du Fénoua, selon le maire de Faa'a. Explication dans ce reportage de Samtei Naori. Selon les avocats de la commune de Faa'a, les problèmes de pollution du site de Moumouvaï sont réglés depuis le 6 mars 2020 et le seul problème qui persiste est d'ordre administratif et ne peut être réglé que par les services du pays et de l'État. Je crois que les services de l'État devraient alléger un tout petit peu la poursuite qu'ils mettent en œuvre, puisqu'ils utilisent eux-mêmes et de manière polymorphe les services de cette décharge. On y a vu les services de Météo France, on y a vu les services du pays, on y a vu les services de la gendarmerie, puisque vous savez, il y a une balance à la décharge de Moumouvaï, on a des tonnages, on a des dates, on a des rapports photographiques, donc il faut décider, soit c'est illégal, et dans ce cas-là, personne l'utilise, soit tout le monde l'utilise, et il faut faire ce qu'il y a à faire pour régulariser le plus rapidement possible le fonctionnement de cette décharge de Moumouvaï, qui est une décharge contrôlée.
Les représentants de la mairie de Fa'a sont très sereins sur les éventuelles poursuites judiciaires consécutives aux mises en examen de la semaine passée. Leur regard se porte surtout vers l'avenir du site et un projet de valorisation des déchets mené par des ingénieurs américains sous l'appellation Green Island Project. C'est un projet qui ne coûtera rien du tout pour son étude de faisabilité et non même pas au niveau de la réalisation. Les ingénieurs, c'est un groupe d'ingénieurs qui ont une partie technologique, une partie d'ingénierie financière et aussi juridique. Et l'idée, c'est d'amener un maximum de solutions à moindre coût pour les administrés. Et là, dans ce contexte, cela ne coûtera rien du tout pour la commune qui va s'engager. Pour le moment, seule la commune de Fa'a a répondu favorablement à ce projet. Le maire de Fa'a espère que d'autres communes, notamment des îles éloignées de Tahiti, puissent bénéficier de leur expertise et régler de manière durable la problématique de la gestion des déchets. C'est le rendez-vous des amoureux de la nature. Les Floralies 2025 sont annoncées du 22 mai au 1er juin dans les jardins de la mairie de Puna'auia. Cette 14e édition propose une immersion végétale unique célébrant les racines, les évolutions et l'avenir de l'horticulture au Fénois. Et je ne vous en dis pas plus puisque mon invité le fera bien mieux que moi, Yvette Temauri Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV. Vous êtes bien connue dans le milieu pour votre engagement envers les horticulteurs en tant que vice-présidente de la fédération Haiti Niro. Vous avez été également la première femme présidente de la CAPL, la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire qui organise l'événement en partenariat avec votre fédération. Yvette, j'aimerais tout d'abord qu'on fasse un point de situation sur le secteur de l'horticulture en Polynésie. Comment est-ce qu'il se porte ? Aujourd'hui, elle se porte très bien parce qu'on vient d'ouvrir, si vous savez, à Papara, il y a un site qu'on nous a donné à Papara où les horticultrices qui sont à Puna'auia, qui sont entassées à Puna'auia, peuvent aller là-bas et mettre en place leur serre là-bas. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on a de la place pour tout le monde. Et je pense que les horticultrices sont heureuses et remercient beaucoup la mairesse de Papara d'avoir pensé et accueilli ces personnes qui viendront à Papara. Parce qu'apparemment, il y avait vraiment un problème de place aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le sud de Tahiti qui est en plein essor pour l'horticulture ? C'est vrai ça. On n'avait pas assez de place. Déjà pour les expositions, avant on était à Vaitupa. Maintenant on est obligé de mendier la ville de Puna'auia pour nous accueillir là-bas parce qu'on n'a vraiment pas de place. Et Papara a donc ouvert une nouvelle pépinière. A ouvert une pépinière pour ceux qui ne peuvent pas trouver de place. Et notamment les horticulteurs qui étaient à Puna'auia, sur le terrain qui jouxte la mairie, ou sur lequel il va y avoir un projet de marché municipal. Comment est-ce que vous réagissez ? Comment est-ce que vous avez réagi à l'époque et qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Eh bien, nous, on ne peut rien. C'est le maire, c'est la commune qui décide. On ne fait qu'accepter ce qu'on nous donne. Mais ce qu'aujourd'hui, on remercie beaucoup, c'est vraiment cette place à Papara qu'on a eue pour que ces horticulteurs peuvent aller à Papara pour exposer leurs plantes. Alors, les Floralies 2025, Yvette, c'est bientôt, c'est jeudi, ça ouvre ce jeudi. Combien d'exposants sont attendus ? Et on imagine que c'est une logistique complexe, finalement, pour organiser un tel événement. Ben, pour aujourd'hui, parce qu'on était sur le terrain aujourd'hui, on a reçu 100 inscriptions. Il y a les orties, il y a les agris, les transformateurs. Et les artisans, tout ça, on est obligé d'accueillir ces personnes. On va se faire de la place pour tout le monde, quoi. C'est une exposition qui se prépare bien longtemps en amont ? Ah oui, on a une année pour se préparer. Une année pour se préparer. Une fois qu'on finit cette floralie, on se prépare déjà pour l'année prochaine. Les floralies suivantes. Alors les floralies, ce ne sont pas que la découverte de plantes, Yvette, c'est aussi la découverte de techniques horticoles. Qu'est-ce que le public va pouvoir découvrir sur place ?
Oui, parce que là, on aura tous les jours, on aura des activités. Il y aura des gens qu'on va demander de venir, par exemple le greffage, le marcottage, les mariages de plants de fleurs pour donner d'autres couleurs de fleurs et tout ça. On a beaucoup d'activités. À part ça, on a aussi le été qui va être là avec nous. L'opération été qui est L'opération reconduite. été et on est invité à se rendre sur place pour vous inscrire et apprendre à faire le été, tout ça. Alors Yvette, transmettre les savoir-faire des anciens aux générations futures, c'est aussi une de vos motivations. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes se mettent à l'horticulture? Il y en a un peu. On dirait que, comment il faut dire, il faut vraiment avoir des choses pour les attirer. C'est pas facile. Comment est-ce que vous faites C'est justement? pas facile. Là, avec les nouvelles méthodes, par exemple de marcottage, de greffage, pour que sur un seul pied de bougainville, on peut avoir plusieurs couleurs. Avec toutes ces méthodes-là, on attire les jeunes à venir apprendre et être dans le métier d'horticulteur. Donc l'horticulture a un bel avenir encore en Polynésie. On souhaite toujours que ça continue, quoi. Et vive l'horticulture. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir invités. Merci Yvette d'avoir été notre invitée ce soir. Après 5 ans d'absence, les CJA font leur festival, un grand rassemblement de 400 jeunes autour d'activités culturelles et sportives. Des jeunes réunis à la presqu'île de Tahiti et à Huahine. L'occasion également de dévoiler leur savoir-faire. Laure Philibert et Matai Horei les ont suivis pour ce deuxième jour de rencontre. Tout le monde en même temps. C'est votre tonalité, c'est votre son qui va donner votre 5. Acquérir les bons gestes pour ramer en équipe. Les élèves de 11 CJA et MFR de Polynésie, groupés sur la zone ouest de la presqu'île, se sont initiés au VAA ce mardi. Une première pour beaucoup. Accueillis sur le site de Tehoro à Tevayuta, ils sont guidés par Billy Tupea, rameur attaché à la transmission. Il y a une forte confiance en cette jeunesse-là et je pense qu'il faut les accompagner. C'est là que le travail est beaucoup plus difficile parce que c'est vrai que la violence, la drogue persiste un peu en ce moment sur nos jeunes. Et ils ont besoin d'images, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'idoles pour les ramener un peu sur le droit chemin. Sur le plan d'eau, les adolescents prennent leur marque. Rapidement, les équipes s'apprivoisent et sont conquises par l'expérience. Ça me donne envie de ramer et on se fait des copines partout. On apprend beaucoup de choses, différentes cultures. Le sud-ouest de Tahiti accueille plus de la moitié des 400 participants dispatchés sur 3 sites. Durant 4 jours, l'accent est mis sur le partage et les apprentissages à travers de nombreux ateliers. Dans ce moment de leur vie, de leur adolescence, on veut aussi, à travers le festival, leur faire sortir de leur zone de confort. C'est pas évident déjà pour eux de rencontrer d'autres jeunes qu'ils ne connaissent pas, d'autres personnes. Et puis là, c'est l'occasion, à travers des activités. Des activités pour certaines qu'ils découvrent, comme peut-être pour le VA, ou l'initiation à la navigation. Mais à travers cela, on va aller un peu plus loin et leur permettre de pouvoir découvrir cela. Le festival des CJA, c'est aussi à Papen'o et Wahine. Pour la zone de Tereheamanu, les festivités s'achèveront jeudi à Te Ahupo. Les traditions perdurent à Rurutu, où les célébrations du mai, un grand rassemblement protestant, se sont achevées par une tournée dans les maisons. Chaque habitant volontaire reçoit chez lui le comité et la population. Cette année, 14 foyers ont accepté d'ouvrir leur demeure contre une quarantaine autrefois. Mereteato et Herehau Teariki se sont rendus sur l'île pour vivre ces célébrations. La fête de mai continue à Rurutu. Dans des volutes de talc, le comité et la population sont reçus dans les maisons. Le comité passe d'abord, suivi par une centaine d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est très beau, c'est très décoré. On entend vachement de chants, c'est très joyeux. C'est amusant de rentrer comme ça dans les maisons de gens qu'on ne connaît pas du tout. Alors moi je la découvre la coutume et c'est vraiment accueillant, c'est vraiment chaleureux.
Et il faut que ça dure. C'est nos ancêtres qui ont instauré ça à l'époque des pasteurs de Ruto. Le pasteur de Morée, c'est Urauti Apirina. Et le pasteur de Avea, c'est Poetai Teridmana. Et le pasteur de Aouti, c'est M. Poireu Araiti. Voilà, c'est eux qui ont instauré à l'époque. Sanitaire, chauffe-eau, machine à coudre, des tifs humains et à la machine. Le comité vérifie la présence de ces essentiels d'une maison des Australes. À la maison, on vient de tout retaper et on avait rajouté même une nouvelle cuisine. C'est un hommage aussi à notre frère qui est parti récemment en novembre, décembre. Et c'est grâce à lui aussi que la maison est bien faite. Et cette maison, c'est prévu, c'est pour toute la famille. Un moment festif qui permet de s'assurer que chacun se sente bien chez lui. La plupart de ces hôtes sont des personnes âgées. Après, c'est plus pour les personnes âgées qui restent à la maison. Et du coup, on fait des chants, des prières un peu pour rendre hommage à la mamie qui, de la maison d'avant, elle a 90 ans. Arsène est originaire de Rurutu. Il constate avec regret un recul de la participation aux coutumes de l'île. Depuis 2019, je suis devenu chez l'île. Là, j'ai vu que ça baissait de 80%. C'est pour ça que j'appelle la population il faut ouvrir les portes comme d'habitude, comme avant, quoi, à notre jeunesse. Quand on démarre là, en haut, on dit, de 8h, on arrive à 4h, à 16h, le 1, on boit. Et maintenant, non, c'est juste 2 heures, quoi. Hein. Même si la majorité d'entre eux n'ont pas encore fermé l'œil de la nuit, c'est le cœur rempli de joie qu'ils partagent la fin des festivités de mai. Et c'est sur ces festivités que se clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez un nouveau numéro de Ciné Nuit. Ramzi Malouki vous emmène à la découverte des terrains de jeu du cinéma mondial. Ce sera suivi de l'émission Koh-Lanta. Enfin, de 2 épisodes de la série Les Chemins de l'étrange. Excellente soirée en notre compagnie. Je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.